Bonsoir, bonjour, 22 heures à Paris, 13 heures ici à Las Vegas. Bienvenue au CES 2016, le Consumer Electronics Show. Bienvenue sur Watch TV, la première chaîne high tech et loisirs qui vous propose une semaine exceptionnelle en partenariat avec le Figaro.fr, où vous pouvez nous suivre également, et JDN, le journal du net, pour cette folle semaine donc ici dans le Nevada, à plus de 8000 km de la France. Le CES 2016 vient d'ouvrir ses portes et on est ensemble pour suivre cette semaine avec 4 émissions quotidiennes. Alors dans un instant, avec Alexandre Lenoir, on va vous présenter le programme du jour. Mais Alexandre, bonjour. Bonjour Benjamin. On va d'abord se faire envie, se donner envie avec le programme de cette semaine. Et donc des 3 émissions à partir de demain, puisqu'on va se retrouver tous les jours à la même heure. Tous les jours, donc jusqu'à samedi, effectivement, avec un programme particulièrement riche et qui n'est même pas encore définitif. Alors demain, on aura parmi les gros français, on aura Parrot, on aura WeThings, on aura également Oli, on aura DocaPost également, et le gros parmi les gros que beaucoup attendent également, c'est Samsung. On a un de ses concurrents aujourd'hui, on va en parler. L'émission suivante, on aura Panasonic, on aura Sony, on aura Audi pour l'automobile, 7UX pour les Français, Illy également. Et le 9, alors là le programme est encore un petit peu en devenir, mais on aura des Audio-Technica, une boîte très intéressante qui s'appelle France Craft. C'est de l'automobile en kit et vous allez voir, ça va vous étonner, ça nous a étonné et ça devrait vous étonner. On aura Plush également, puis encore plein d'autres invités dont on vous dévoilera les noms au fur et à mesure des émissions. Voilà, merci Alex. Le CES, c'est le plus grand salon au monde dédié à l'électronique grand public, un salon professionnel, mais vous le voyez autour de nous, vous l'entendez sans doute aussi à l'ambiance. Le salon qui a ouvert il y a exactement 3 heures ici à Las Vegas va faire le plein, plus de 170 000 visiteurs attendus en 4 jours, 20 000 nouveaux produits annoncés. Et parmi ces nouveaux produits, eh bien les marques, les jeunes pousses françaises, la French Tech eh bien, est très représentée. Et nos 2 premiers invités sont un peu à l'image de ce CES qui fait cohabiter des grandes marques historiques du monde de la high-tech et puis de nouvelles boîtes françaises qui ici arrivent à créer l'événement. Bonjour, bonsoir Frédéric Potter. Bonsoir. Netatmo. On est dans le monde des objets connectés, on va en parler avec vous dans un instant. Et puis bonjour Stéphane Curtelin. Bonsoir. On va dire bonjour et bonsoir puisqu'on est sur les 2 fuseaux horaires, directeur du marketing de LG France. On va revenir avec vous dans un instant, Stéphane, sur la conférence de presse d'LG qui a eu lieu il y a quelques heures sur certains des produits aussi innovants que vous avez montrés. Et d'abord, on va commencer par vous, Fred Potter. Netatmo, l'une de ces entreprises, de ces jeunes entreprises emblématiques de la French Tech. Vous me le disiez il y a quelques heures, 120 personnes désormais Netatmo, pour une boîte qui a à peine 4 ans, 5 ans. Oui, Netatmo a été créé en 2011, aujourd'hui on est 120. On fait des produits pour la maison connectée qu'on vend dans le monde entier. Ici au CES, on est venu pour annoncer une caméra de sécurité extérieure qui s'appelle Présence et qui vient compléter notre line-up de produits pour la sécurité, la régulation thermique et le confort chez soi. Voilà. On vous a découvert avec cette station météo, ce thermostat. Est-ce qu'on peut dire que pour vous, on va dire l'histoire elle a vraiment explosé ici au CES il y a quoi, il y a 3 ans? Alors notre première participation c'était en 2013. Effectivement le CES... On s'était vu à l'époque d'ailleurs. Oui, je m'en souviens très bien. Le CES c'est une occasion pour faire 2 choses. D'abord pour faire de la presse française et de la presse internationale, puisque c'est un point d'attraction pour le monde entier. Et puis c'est aussi l'occasion de rencontrer nos distributeurs, puisqu'aujourd'hui les produits sont distribués dans des chaînes de magasins physiques dans plus d'une 50aine de pays. Et c'est l'occasion pour voir des distributeurs dans des géographies où on va assez peu souvent dans l'année finalement. La French Tech, on en a énormément parlé l'an dernier. Est-ce que vous sentez que cette année, cette constellation d'entreprises françaises peut réussir à attirer autant l'attention que l'année dernière? Alors c'est vrai, les Américains ont noté cette spécificité française avec beaucoup de sociétés, 190 sociétés. Ça démontre 70% de plus que l'an dernier, je crois. Voilà, alors ça démontre effectivement un très grand enthousiasme et puis une capacité créative qui est liée au fait que la France est un bon endroit pour créer sa boîte
Contrairement à ce qu'on dit et à ce qu'on pense. Moi, ça fait 20 ans que je crée des sociétés. Je vais vous dire, Netatmo, c'est la 3e. Ça n'a jamais été aussi simple que maintenant. Principalement, d'ailleurs, grâce au travail remarquable qui est fait par Nicolas Dufourc à la tête de la BPI, dont on parle de la French Tech, mais il ne faut pas oublier la BPI qui fait des chèques. Reçoit demain, d'ailleurs, BPI France, oui. Alexandre. Donc le travail remarquable de la BPI. Et puis c'est vrai que les choses vont plutôt dans le bon sens. Donc la France, de par la qualité de ses ingénieurs, la qualité de ses designers, la qualité de ses équipes de marketing et de vendeurs, est un très bon endroit aujourd'hui pour monter une société dans le consumer electronics. Sur ce label French Tech, bon, aujourd'hui en France il est connu, reconnu. Qu'est-ce qu'il en est à l'international? Est-ce que c'est un label qui marque quand on aborde, je sais pas, des investisseurs, des distributeurs? Est-ce que ça compte aujourd'hui ce label au-delà de la France? Pas que je sache, c'est-à-dire aujourd'hui effectivement, vous savez, les étrangers la plupart du temps ils sont très pragmatiques, ils regardent vos produits. Donc les gens ils viennent ici, regardent les marchandises, donc est-ce que vos caméras de sécurité sont bien, est-ce que vos thermostats sont bien, ils vous jugent sur les faits. Aujourd'hui le label French Tech c'est un label qui est important en France, il permet de se situer dans l'écosystème français mais il n'est pas encore reconnu à l'étranger. Je me tourne une seconde vers Stéphane Curtelin. Avant de parler d'LG, peut-être un mot d'un représentant d'une grande entreprise, alors basée en France mais entreprise étrangère. Quel regard vous portez justement sur le coup de projecteur qui arrive à susciter ces entreprises, ces jeunes pousses de la French Tech? Ouais, moi je trouve ça phénoménal et fantastique. Alors on a une fierté nationale, même si j'en fais pas partie de la French Tech. Ceci dit, même les grands groupes internationaux comme LG ne loupent pas d'occasion de trouver des opportunités pour parfois s'associer avec des plus petites entreprises locales. J'ai un ou deux exemples en tête. Lesquels? Alors, c'est Molotov TV, par exemple, sur lesquels, depuis le printemps dernier, nous nous sommes énormément rapprochés d'eux pour avoir une collaboration technologique pour porter leur application sur, justement, les téléconnectés LG. Et je pense que, sans me tromper, on a dû être la première marque en France à saisir cette opportunité parce qu'on a été convaincus, enfin j'ai été convaincu en voyant les démonstrations au printemps dernier. Voilà, c'est un exemple. Voilà, pour ça veut dire que vous allez chercher finalement un savoir-faire que vous n'allez pas perdre du temps à réinventer ce que d'autres finalement. Oui, c'est ça. Et puis c'est aussi une volonté de pouvoir s'adapter au marché local. Parce qu'il y a une souplesse, une efficacité, il faut le reconnaître, de la French Tech. C'est pas pour rien, comme vient de le dire Fred Potter, qu'il y a 190 entreprises présentes sur ce salon-là et c'est particulièrement remarquable. Fred Potter, alors vous évoquiez ce nouveau produit, Présence. Racontez-nous un peu de quoi il s'agit. Donc Présence, c'est une caméra de sécurité extérieure qui se fixe en remplacement d'un projecteur ou d'un éclairage existant dans votre jardin et qui donc va scruter votre jardin et va vous envoyer sur votre smartphone des notifications quand par exemple un piéton, donc ça reconnaît les piétons, les voitures et les animaux et ça va vous envoyer des notifications spécifiques. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui roule dans votre jardin, s'il y a une voiture qui vient se garer sur votre bateau et par exemple ne pas vous envoyer une notification si c'est juste un animal qui se promène dans votre jardin. Alors ça c'est une technologie que vous aviez déjà utilisée pour votre caméra intérieure. Alors sur notre caméra intérieure qui s'appelle Welcome, on a une technologie un peu différente qui est une technologie de reconnaissance faciale, donc qui sait distinguer les personnes. Et qui va dire, donc qui sait dire, ceci c'est Pierre qui rentre de l'école, ou c'est Jacques qui rentre du travail, ou bien c'est un inconnu qui se trouve chez toi, qui est donc un produit qu'on met à l'intérieur de la maison. Là on a un produit qu'on met à l'extérieur, donc qui regarde dans le jardin, donc qui voit les choses de beaucoup plus loin, et qui donc sait distinguer les animaux, les voitures et les piétons. D'accord, mais est-ce qu'il saura ou est-ce qu'il sait déjà distinguer la bonne voiture de la mauvaise voiture, la bonne personne de la mauvaise personne? Alors aujourd'hui non, aujourd'hui il dit tiens c'est une voiture, c'est une personne, c'est un animal, mais on peut imaginer effectivement que demain il soit capable de distinguer les voitures et vous dire tiens c'est un Touran ou une Ford qui s'est égarée, plutôt que de dire une voiture, ça viendra avec le temps. Je me pose toujours la question, Fred Potter, quand on conçoit des produits qui sont censés fonctionner en extérieur, de quelle manière est-ce qu'on les alimente et de quelle manière est-ce qu'ils communiquent? Alors on imagine que la communication ça passe par le Wi-Fi. Alors, mais l'alimentation. Donc là c'est un produit qui s'alimente en 220 volts et en fait la caméra inclut un spot. Ce qui fait qu'en fait il suffit de remplacer un spot existant, une lumière existante extérieure de chez soi par ce produit-là qui donc va faire à la fois caméra et aussi bien évidemment avoir une lumière et remplacer l'ancienne fonctionnalité. Piquer la place des spots.
Voilà, donc on prend la place des spots, donc c'est pour ça qu'il y a un spot dans le produit, hein, c'est pour que vous récupériez votre éclairage. Et Sans y évidemment, perdre au change. voilà, la connexion à Internet se fait à travers le Wi-Fi. Présence, sortie et à quel prix? Alors moins de 300 €, Ouais. fin du deuxième trimestre, début du troisième. Voilà. Et ça marche comment là, les premiers retours depuis Très bon. l'annonce il y a quelques Tout le heures? monde comprend, on a une super démo, il faut que vous veniez nous voir et tourner la démo sur notre stand. Alors, ça vient d'ouvrir, on n'a pas pu passer avant que vous arriviez, mais on y sera cet après-midi. Voilà, promis. on a une démo super visuelle qui crée l'événement au Sands Expo. Très bon retour, tout le monde comprend à quoi sert le produit, le positionnement. Voilà, puis ça vient compléter une gamme qui est maintenant importante de caméras, donc caméra intérieure, caméra extérieure, un thermostat qui est leader sur le marché français avec 68% de part de marché. On a eu les chiffres Mine de rien. GFK qui sont tombés. Voilà, c'est bien parce qu'on Face pense- au Nest, face au... Voilà, on entend souvent parler de nos compétiteurs et nous on vend les produits, hein, donc on est très 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 heureux d'être toujours premier sur le marché français. Nest et Google quand même. Hein. Et puis notre station météo qui est un produit phare dont les ventes continuent à progresser 4 ans après le lancement. Moi, j'ai une petite question sur les thermostats connectés en général et le vôtre en particulier. C'est formidable, ça marche bien, mais quand ça marche, et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plusieurs technologies de chaudières, notamment des chaudières qui possèdent des bus numériques et sur lesquelles, à ma connaissance, jusqu'à maintenant, aucun thermostat n'a réussi à se greffer, aucun thermostat connecté. Est-ce que vous avancez, est-ce que vous essayez de trouver une solution pour que ces personnes qui ont des chaudières finalement très récentes puissent adopter ce type d'appareil? Alors comme vous le soulignez, les chaudières les plus récentes ont des bus numériques qui sont des bus propriétaires, hein, c'est-à-dire que seuls les constructeurs y ont accès. Nous, on a développé sur notre thermostat une activité OEM, c'est-à-dire qu'on développe des thermostats aussi pour des marques de chaudières, en particulier celle du groupe Vaillant. Alors le groupe Vaillant en France, c'est la marque Saunier Duval, donc qui est une grande marque. Donc si aujourd'hui vous avez chez vous une chaudière Vaillant à bus propriétaire Vaillant ou une chaudière Saunier Duval, vous pouvez acheter notre thermostat sous marque Saunier Duval ou Vaillant et récupérer l'ensemble des fonctionnalités dont on dispose. Donc je dirais, il n'y a pas que les chaudières traditionnelles qui sont adressées par nos technologies, mais aussi les bus numériques. Fred Potter, juste, alors on va essayer de faire un petit peu de pédagogie, parce que quand on n'est pas ici au CES, c'est pas forcément évident de se repérer. Le CES, c'est un salon qui au départ était limité au Convention Center, au centre de conférence où on se trouve. On est dans le South Hall, donc l'un des 3 grands halls, on va dire. Mais avec le succès du CES, on va dire que le salon s'est complètement répandu à travers la ville. Et c'est vrai que le hall qui regroupe toutes les entreprises de votre secteur, c'est le Sands. Donc on est vraiment au centre-ville, près du Venetian. Et donc le Reka Park, qui est vraiment la pépinière, pépinière des startups et notamment des Français. Alors effectivement, il y a l'Eureka Park. J'ai pas encore fait mon tour à l'Eureka Park. Ça va venir. Mais en général, l'Eureka Park c'est le plus intéressant, puisque effectivement. Faut pas dire ça à LG, c'est pas gentil. Non, mais c'est le plus intéressant parce que les stands sont très très petits. Hein. Ouais. On a vraiment beaucoup de mal sur ces stands à développer sa gamme. Hein. Nous, on a un stand beaucoup plus grand que ceux de l'Eureka Park. On est juste à côté, juste au-dessus de l'Eureka Park. Mais l'Eureka Park, c'est là où je dirais on voit le plus d'idées au mètre carré, d'idées nouvelles, voilà, parfois saugrenues, hein, on ne le cache pas, mais Oui, c'est mais plus intéressant. justement, c'est plein de bonnes idées. Merci beaucoup Fred Potter, je vous libère parce que au CES, les journées sont longues, mais le temps est très précieux. Merci beaucoup d'être venu Merci beaucoup de votre accueil et de l'intérêt que vous portez à ce qu'on fait. et plein de succès à présence. Donc votre nouveauté dévoilée ici au CES. Voilà, on est en direct sur Watch TV, sur lefigaro.fr, sur journaldunet.com. Merci beaucoup d'être avec nous. On est ensemble pendant encore 45 minutes aujourd'hui parce que on sera au rendez-vous demain, après-demain et samedi, toujours à 22h heure française. Alors je vais proposer à notre confrère Didier Sens du Figaro de venir nous rejoindre. Et pendant que Didier s'approche et vient remplacer Fred Potter, Stéphane Curtelin, donc directeur du marketing de LG France, donc l'une de ces marques emblématiques de la high-tech, marque historique. Exactement. Le CES pour vous, c'est un rendez-vous depuis des dizaines d'années, parce que ça a démarré en 67 le CES. Hein, Ouais, si vous le dites, je vous crois. à New York, à l'époque. D'accord. Oui, en effet, c'est incontournable. Le CES, il y a 2 grands temps forts dans l'année. Il y a l'IFA à Berlin et le CES à Las Vegas. Et c'est vrai que LG est une marque historique de la high-tech qui est en train d'évoluer. Et ce qui continue de me surprendre, c'est sa capacité à garder cette puissance industrielle et en même temps de l'agilité. On parlait de l'Internet des objets avec Netatmo. Et c'est vrai que cette partie d'Internet des objets va devenir
un des cœurs de piliers de développement de LG également. Toutes les marques sont sur ce terrain-là. Hein. Voilà, c'est certainement un gros développement pour les années à venir. Voilà, un exemple, c'est que sur les télés LG, on pourra justement se servir de sa télé comme d'une plateforme pour contrôler l'ensemble d'Internet des objets de la maison. Alors on va en parler dans un instant, mais d'abord on va regarder quelques images de votre conférence de presse qui a eu lieu hier. Alors on est ici en début d'après-midi en ce mercredi à Las Vegas. Ça c'était donc hier soir, la conférence de presse LG. C'était vraiment le jour des conférences de presse qui traditionnellement est programmée à la veille de l'ouverture du salon. Alors on le voit chez LG, on pense aux télés, mais il y a une grosse activité, une grosse partie de votre activité autour de l'électroménager, de la climatisation notamment. Et les Américains sont friands de ces appareils. Hein. Exactement. Et ça laisse une part belle à la créativité. Là, on voit un nouveau frigo de la marque LG Signature, qui est une nouvelle déclinaison de la marque pour les produits très haut de gamme. Il y aura donc une télé LG Signature, un réfrigérateur LG Signature, ainsi qu'une machine à laver et, comme vous venez de l'évoquer, un purificateur d'air. Alors, ce frigo, dites-moi un mot parce qu'il y a quelques idées. Et Alex, tu l'as vu, je crois. Alors, il est assez marrant et c'est amusant que vous soyez là aujourd'hui parce qu'on va recevoir tout à l'heure le patron du groupe Volkswagen en France et Volkswagen a annoncé hier soir également un petit partenariat avec LG autour des relations entre la maison et la voiture sur un concept car. Mais ce qui est amusant sur ce frigo, c'est qu'il utilise une technologie qu'on trouve dans les voitures depuis quelques années et qui consiste, je ne sais pas si on l'a vu à l'image, on l'a vu à la toute fin. Voilà, à ouvrir automatiquement la porte de son frigo en passant. Alors sur les voitures, c'est le pied sous le pare-choc arrière et là avec le réfrigérateur, c'est le pied sous la façade du frigo, voilà. C'est ça ? Exactement, voilà, ça permet l'ouverture de la porte. Si par exemple on a les mains pleines d'aliments, voilà, qu'on vient de faire les courses, c'est un peu compliqué, mais voilà, on avait juste à passer le pied sous la porte avant du réfrigérateur et elle s'ouvre automatiquement. Alors on l'a vu, ce frigo, il avait aussi une sorte de porte en verre teinté, c'est voilà, ça. Voilà, c'est ça. Et quand on frappe à la porte du frigo, il s'allume. Voilà, toc toc. Alors on rentre pas dans le frigo, mais en tout cas il s'allume, l'intérieur s'allume et ça permet donc de regarder sans avoir à ouvrir. Parce que un des points clés de la réfrigération, d'une façon générale, c'est d'éviter les pertes d'air frais et donc de limiter le nombre d'ouvertures et de fermetures de portes. Donc le fait de voir à travers, par un simple, pas claquement de doigts, mais en tapant la porte, ça permet justement d'économiser de l'énergie. Je vous propose d'accueillir notre confrère du Figaro, Didier Sens. Bonjour. Bonsoir Didier. Alors attention, tiens bien le micro près de ta bouche parce qu'avec le volume sonore qui est autour de nous, il faut qu'on capte chaque bribe de ta voix. Bienvenue Didier dans cette quotidienne du CES. Merci. En partenariat avec le Figaro et le Figaro.fr et aussi avec JDN. Didier, en un mot, toi tu es arrivé il y a quelques heures à Las Vegas. Je suis arrivé lundi soir, un peu fatigué et j'ai quand même eu le temps le lendemain d'assister aux conférences de presse autour du sujet qui m'intéresse. Des conférences de presse. Ouais, autour du sujet qui m'intéresse cette année, qui porte plutôt sur la voiture connectée. Voilà. Et là, j'ai eu le temps ce matin de faire un petit peu le tour de quelques stands à droite à gauche. Alors, c'est intéressant. Et j'ai beaucoup marché. C'est intéressant, Didier, que tu l'évoques parce que on a commencé par les objets connectés qui sont un domaine très important ici. L'électronique grand public, au sens historique du terme, est le deuxième grand pilier de ce CES. Et c'est vrai que de plus en plus, Alex, ça ne devient pas un salon automobile, mais pas loin de CES. Toutes les marques sont là maintenant. On ne va pas dire toutes les marques, mais un grand nombre de marques. C'est-à-dire qu'au-delà des marques, il y a les groupes. Et effectivement, si on fait la totalité des groupes, oui, il y en a beaucoup, mais on va dire qu'on compte 12 ou 13 constructeurs, j'ai pas le compte exact en tête, qui sont là, mais pas des petits, vraiment les plus importants. Oui. Voilà, donc les groupes Toyota, le groupe General Motors, le groupe Volkswagen, les groupes Kia Hyundai, voilà. Il y a vraiment beaucoup de monde. Ford également, bien sûr, on est aux États-Unis. Et chacun vient avec des solutions pour la voiture. Non pas forcément que de demain, mais également la voiture connectée d'aujourd'hui. D'ailleurs, c'est l'occasion de vous rappeler que dans quelques instants, le grand patron de Volkswagen France sera notre invité ici, toujours en direct du CES 2016 à Las Vegas. Alors Stéphane Curtelin, on va revenir à LG. On a parlé un petit peu d'électroménager. Qui s'intéresse aussi à l'automobile. Qui s'intéresse aussi à l'automobile. Voilà, exactement. Ouais, c'est un point que j'allais... On a commencé avec l'Internet des objets, c'est vrai, et dans la conférence de presse d'hier matin, le deuxième grand point de développement, c'est l'association avec le monde de l'automobile. Parce qu'en effet,
C'est en effet le CES est une bonne illustration de cette convergence d'intérêts. Les constructeurs automobiles ont besoin d'intégrer de plus en plus d'éléments qui viennent de la high-tech, de l'électronique, que ce soit en termes d'affichage, d'écran, que ce soit en termes de ce qu'on appelle l'infotainment, c'est-à-dire tout ce qui est audio, mélange vidéo. d'information et de divertissement. Voilà, dans la voiture. Et donc on a signé des accords de partenariat avec General Motors, avec Mercedes notamment pour des développements dans l'automobile. Et c'est un des axes principaux de développement pour les années à venir d'LG. Voilà. Diversification, des marques qui aussi donnent l'impression de ne plus vouloir mettre tous leurs œufs dans le même panier parce que les paniers sont devenus un peu fragiles et il faut assurer ses arrières. Oui, tout à fait. Alors, on parle de levier de croissance, c'est vrai. Voilà, Et, vous le dites comme ça, vous. Voilà, c'est une façon d'envisager l'avenir sur des gisements de croissance pour développer. Et puis il y a de belles synergies qui sont vraiment possibles. Je citais l'exemple de General Motors ou l'exemple de Mercedes, où là on voit qu'on peut vraiment contribuer au développement de la voiture avec des écrans intégrés de façon très esthétique et très efficace, avec la technologie OLED par exemple, l'infotainment, la reconnaissance de panneaux. On a déjà pas mal de technologies de reconnaissance sur les smartphones, avec les petites caméras embarquées des smartphones. Ça a des déclinaisons immédiates dans l'automobile, évidemment. Et après, pour revenir pour l'expression de tous ces œufs dans le même panier, il reste de beaux paniers quand même dans l'électronique. Voilà, avec la gamme justement qu'on a présentée. Le marché de la télé, ça reste 5 millions de pièces par an. Ça reste en France uniquement. Ouais. Ça reste de très beaux marchés où on arrive, j'espère encore, à faire rêver les consommateurs. Alors justement, pour rêver, il y a eu cette conférence de presse, donc Alex, il y a quelques heures ici à Las Vegas, et notamment cet écran que vous avez présenté. Je vais vous laisser nous commenter les images, parce que c'est un écran qui, en termes de design, et Alex a été bluffé, est vraiment spectaculaire. Oui, alors il fait à peine plus de 3 cartes de crédit d'épaisseur. 3 cartes de crédit d'épaisseur. Mise l'une au-dessus de l'autre. Voilà, c'est ça. Donc c'est d'une ultra finesse. On parle sur la partie la plus fine de 2,57 mm d'épaisseur, qui est adossée à une dalle de verre, qui donne une esthétique que j'ai trouvé particulièrement réussie et impressionnante. C'est une plaque de verre. Exactement. Le concept en fait qui a été développé par les designers, c'est l'image sur le verre. Voilà, donc c'est la plaque de verre qui porte l'image réellement, avec un socle qui intègre la partie son, parce qu'une fois qu'on fait des télés très fines, il n'y a plus de place pour mettre la partie son, qui a encore besoin d'espace physique. Donc elle est dans le socle avec des subwoofers et des enceintes. On parle de télé, alors il y a des technologies qui nous intéressent et qui sont, alors pas confirmées, mais qui sont en train de s'imposer de manière assez phénoménale. La 4K UHD, les termes sont quasiment équivalents. Un sujet qui t'intéresse, Didier, je le sais, c'est le HDR. Oui, alors... explique-nous ce que c'est que le HDR, Didier. C'est assez amusant parce qu'il a fallu attendre que les écrans plats, les écrans LCD, les écrans OLED arrivent à maturité pour qu'on se rende compte que enfin le calibrage des images jusqu'à présent était toujours le même que celui qu'on avait à l'époque des téléviseurs à écran cathodique. C'est-à-dire C'est-à-dire que la puissance de luminosité, l'équilibre des couleurs, etc. est fait pour que ça soit optimal sur un écran cathodique, mais du coup ça ne correspond absolument pas à ce qui est capable de produire un écran plat aujourd'hui, les écrans numériques qui ont des capacités extraordinaires. Donc les constructeurs se sont rendus compte de ça, et à partir du mois de septembre, on va dire, à peu près au milieu de l'année, ils se sont dit il faut qu'on réagisse, et donc ils ont adopté ce qu'on appelle le mode HDR, qu'on connaît, High Definition Resolution, qu'on connaît sur nos smartphones. Voilà, qui n'est pas exactement la même chose, mais qui revient à peu près au même. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir une profondeur de couleur, une intensité de contraste beaucoup plus phénoménale que ce qu'on a aujourd'hui. Et ça se voit quand on regarde un téléviseur avec HDR, un téléviseur sans HDR, c'est un peu le jour et la nuit. Bien sûr. Donc aujourd'hui, il y a un grand standard qui émerge, qui est celui de Dolby, qui s'appelle le Dolby Vision, qui est adopté par une partie des constructeurs de téléviseurs. Et les grands fournisseurs comme les studios MGM, Warner Bros, etc. ont décidé que maintenant ils produiraient tous leurs films avec cet étalonnage, ce calibrage HDR, pour que ce soit le mieux adapté possible aux écrans plats. Même Netflix a annoncé la même chose aujourd'hui. Donc il ne reste plus, pour que ce soit vraiment optimal, que les régies télé adoptent aussi des systèmes de diffusion qui soient capables d'être compatibles avec le mode HDR. Alexandre. Alors moi je suis assez intéressé par tout ça, parce que j'ai pas encore de télé 4K.
et je suis en train de me dire que je suis bien content de pas en avoir encore, parce que à quel moment il va falloir que je l'achète pour être au bon moment dans la technologie. Si j'en avais acheté une l'année dernière, je serais en train de me dire j'aurais dû attendre cette année J'ai pas l'arrivée du HDR. HDR. Ouais. Alors quand est-ce qu'on va marquer une pause technologique pour que, on va dire, tout ça se calme et que chacun puisse choisir tranquillement sa télévision, je sais pas, pour regarder les prochains événements et puis tous ces films qui vont sortir en haute définition. Je suis pas sûr que Stéphane Curtela ait de bonnes nouvelles pour toi, Alexandre. Je suis pas sûr qu'une pause soit prévue. Alors, il y a des bonnes Parce et que des j'ai mauvaises gardé ma nouvelles. vieille télé. Plus sérieusement, alors le parti pris d'LG, c'est de miser à fond sur la technologie OLED. On peut rappeler ce que c'est, Oui, Stéphane alors la LED? technologie OLED, à la différence des technologies traditionnelles LCD, c'est que chaque pixel produit sa propre lumière. Donc quand on parle de haute définition, de ultra haute définition, c'est 8 millions de pixels, c'est pas rien, qui peuvent être contrôlés en moins de 0,1 milliseconde, complètement allumés ou complètement éteints. Le bénéfice pour le consommateur, c'est quoi? C'est que l'image est beaucoup plus précise et le Elle est contraste. formidable, l'image Voilà. même, ouais. Alors on prend un exemple, un ciel étoilé ou avec une pleine lune. Voilà, la lune se détachera très nettement de la nuit noire, alors que sur les technologies traditionnelles, il y aura forcément un léger halo. Et alors, c'est intéressant pour rebondir sur la partie HDR. C'est vrai que les constructeurs se sont investis sur la partie résolution dans un premier temps. Ouais. On a augmenté le piqué d'image parce que les tailles d'écran augmentaient. Donc il fallait faire quelque chose pour que la résolution soit meilleure. Il faut encore travailler au niveau des sources, mais c'est en bonne voie, on va dire. Et là maintenant, l'étape, c'est de rendre plus expressives ces images, aller vers le plus d'expressivité. Donc c'est quoi? C'est la colorimétrie, c'est le contraste. On est plus dans l'émotion. Donc l'histoire est en cours, et je pense que là, pour reprendre votre point, c'est peut-être pas une pause, mais il y a une bonne conjecture d'éléments entre résolution et qualité d'image autour de couleurs, contraste, qui, de mon point de vue évidemment un petit peu biaisé, mais permet de proposer des produits là sur ce prochain semestre qui sont très aboutis. Alors, Oui, à quel prix? La question du prix se pose toujours parce que les prix ont énormément baissé. Oui. On est à combien aujourd'hui pour se faire une belle télé? Une belle L'expression télé 4K abordable, c'est combien? l'expression Alors, consacrée. une belle télé 4K peut se trouver sur des tailles qui sont autour d'1 mètre de diagonale à moins de 1000 euros. Donc on peut être à 800 euros, 700 euros. En OLED? Alors pas en OLED. Ah, mais Ça c'est en technologie traditionnelle. En j'avais OLED, rêvé. voilà, en OLED, ça reste du haut de gamme, c'est vrai. Aujourd'hui, Combien on va pour être dans l'écran les équivalent? 2000-2500 euros en Full HD. Ah. Et en 4K, on va être à 1000 euros de plus. En 55 pouces. Alors on est quand même sur de la belle taille, hein, 55 pouces, c'est 1m40 à peu près de diagonale. Voilà, ce sont des beaux objets. Pour reprendre la question d'Alexandre, aujourd'hui, si je dois acheter une télé, finalement, quelle est la caractéristique qui fait la différence? Est-ce que c'est la 4K UHD? Est-ce que c'est l'OLED? Est-ce que c'est le HDR? Si je dois avoir qu'une seule de ces technologies dans mon écran, j'ai Autant pas prendre budget. le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire tu prends le téléviseur qui est à la fois 4K, OLED et HDR. Si j'ai pas Voilà, le je budget. dirais pas le contraire. Mais c'est vrai, alors ceci c'est bien quand même de dire, ça existe. Ouais, ça existe. C'est-à-dire qu'on peut concentrer l'ensemble de ces nouveautés dans une seule télé OLED 4K HDR. Est-ce qu'on a du HDR sur un écran qui soit juste un LCD? Oui, aussi, Oui, ouais, ça- tout à fait. Et c'est déjà un gros bénéfice. Oui, c'est un gros Ouais. bénéfice. Ça ne sera pas aussi visible que l'OLED parce que l'OLED intrinsèquement a ce pouvoir au niveau du Sans contraste. HDR, c'est déjà magnifique. Voilà, exactement. Cela étant, la différence d'image entre avec HDR et sans HDR est plus visible sur un écran qui n'est pas OLED Ouais. que sur un écran OLED. Parce que l'écran qu'elle est OLED déjà belle, l'image en OLED, voilà, ouais. l'image est déjà belle. Mais chez Sony, par exemple, ils font des très beaux téléviseurs HDR, LCD, qui sont moins chers que les OLED et qui ont une excellente qualité d'image. Stéphane Curtelin, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir participé à cette quotidienne du CES en direct de Las Vegas sur Watch TV, le Figaro.fr et JDN. Je vous libère. À très bientôt. À bientôt. Et on passera voir le stand LG parce que Avec le plaisir. CES vient à peine d'ouvrir. Et bah forcément, on n'a pas encore pu tout voir. Donc, ce n'est que le début d'une semaine de 4 jours. Je voudrais vous proposer des images pour permettre d'accueillir dans quelques instants Jacques Rivoal, le président du groupe Volkswagen. Image de l'ouverture du CES, c'était il y a 3 heures et quelques minutes. C'était donc ici au Convention Center. Vous le voyez, sous le soleil. Et pourtant, depuis 3 jours, qu'est-ce qu'il a plu? Il y a eu une sorte de miracle. La magie du CES a joué à plein. Et donc, vous le voyez, c'est sous un ciel clairsemé, sous haute sécurité aussi, avec des chiens renifleurs, des contrôles de sac à l'entrée. Forcément, le climat a un petit peu changé depuis le 13 novembre, aussi ici à Las Vegas.
Et donc vous le voyez, les allées sont bien garnies et Wacho lui aussi a pris l'avion pour participer à ce CES 2016 que vous suivez en direct sur Watch TV jusqu'à samedi soir. Ne ratez pas cet horaire, 22h, 23h. C'est le rendez-vous qu'on vous donne avec l'équipe de Watch et l'équipe du Figaro et du Figaro.fr. Alexandre, un nouvel invité dans cette quotidienne et encore un grand patron avec nous. Absolument, on a le plaisir d'accueillir Jacques Rivoal, qui est le président du groupe Volkswagen en France. Jacques, bonjour. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Bienvenue. Bonsoir. Alors, Jacques, d'abord, merci d'être venu nous voir. Le CES, j'ai l'impression que cette année pour Volkswagen, il avait une consonance un petit peu particulière. Ah bah oui, je crois qu'on a beaucoup parlé de nous, surtout sur cette fin d'année 2015. Bon, je crois que maintenant les choses sont un peu derrière nous. On a beaucoup communiqué, on a beaucoup expliqué à nos clients ce qui allait se passer. Et maintenant, on essaye plutôt de se tourner vers l'avenir et de communiquer autour de ce qu'on veut appeler le nouveau Volkswagen, le New Volkswagen, au travers de ce qui s'est passé. Effectivement, on veut changer, on veut garder l'essentiel, mais on a besoin effectivement de changer et on va le faire. Bon, vous vous doutez bien qu'on ne va pas vous laisser partir comme ça. On va d'abord parler de votre actualité produits, des voitures et des technologies que vous venez de présenter ici à Las Vegas. Alexandre. Alors hier soir, donc, il y avait la grande conférence de presse de Volkswagen, qui cette année a même pris l'allure d'une keynote, ce qu'on appelle une keynote, qui est un événement encore plus important que la conférence de presse à la Apple, oui, on peut le dire. Alors le show est un petit peu différent, mais c'était un vrai show hier. Et chose très intéressante, Gary Shapiro, qui est le patron, Gary Shapiro, qui est le patron donc, du CEA, de la Consumer Electronic Association, et donc le patron du CES, était sur scène pour ouvrir la keynote avec les patrons de Volkswagen. Alors, ce qui a été présenté hier est intéressant, c'est donc l'avenir de Volkswagen, mais pas l'avenir à très long terme. Il y a eu deux choses. La première, on peut commencer par celle-ci, c'est la e-Golf Touch. Est-ce qu'on peut expliquer rapidement ce que c'est que cette e-Golf Touch? Est-ce que c'est Gary qui arrive dans cette voiture, Alexandre? Oui, Gary Shapiro va sortir de cette voiture. On va le voir à l'image, absolument. Donc Gary Shapiro, c'est donc, tu l'as dit, le président du CES et de la Consumer Technology Association, qui a changé de nom d'ailleurs cette année. Le mot technologie a remplacé le mot electronics. C'est aussi un signe des temps. Voilà, Gary Shapiro, le plus dégarni des deux, on va dire. Voilà, et c'est pas une image anodine, faut le dire. Alors Jacques. Alors oui, je crois qu'on avait déjà présenté l'an dernier à cet endroit donc la Golf Air Touch. Maintenant, on veut aller plus loin en fait, et l'idée c'est de dire finalement, on veut concilier, on veut fusionner finalement les deux grandes inventions du XXe siècle que sont l'automobile et l'Internet. Et en fait, aujourd'hui, notre voiture, ça sera carrément un smartphone. On peut dire qu'aujourd'hui, c'est une automobile, mais c'est surtout plus qu'une automobile, c'est un smartphone avec 4 roues. Donc, c'est une voiture hyper communicante. Donc, c'est ça, finalement, tout ça qu'on a mis dans la nouvelle e-Touch, le Golf. On parlait, Jacques, avec Stéphane Curtelin d'LG à l'instant, on va dire des rapprochements, des partenariats entre les constructeurs automobiles et les grandes marques de la high-tech. Quels sont justement les partenaires avec qui vous travaillez sur ces sujets de la voiture connectée? Nous, on travaille en fait avec tout le monde. On sait que certains partenaires de la high-tech veulent aussi faire des voitures. Nous, on veut intégrer du digital dans nos voitures. Peut-être que c'est plus facile pour nous d'apprendre le digital que pour le monde du digital d'apprendre la mécanique automobile. En tout cas, on verra bien. En tout cas, nous, on collabore avec tout le monde et on intègre effectivement de plus en plus de digital dans nos automobiles. Alors, cette Golf qu'on a vue à l'image, elle a plusieurs caractéristiques. La première, c'est que c'est une voiture électrique. Donc, c'est important, on va dire, dans le contexte actuel. La deuxième, c'est qu'elle amène une nouvelle interface homme-machine qui est basée sur la gestuelle. Alors, elle est nouvelle chez Volkswagen, elle est nouvelle à ce niveau de gamme surtout. Oui, c'est ça, l'idée c'est de dire avoir une nouvelle interface entre l'homme et la machine, de plus avoir besoin de boutons, tout est intuitif, tout est interactif et en fait c'est la digitalisation totale de la manière de communiquer et puis c'est aussi de retrouver dans la voiture finalement tout ce qu'on a sur son smartphone. On peut à distance donc surveiller les températures dans la maison, on peut, alors ça c'est le smart home, c'est savoir effectivement si
le réfrigérateur est encore plein ou vide, ou s'il faut aller faire des courses. Voilà, c'est ça. C'est de dire finalement, la voiture, c'est plus uniquement une automobile pour se déplacer, mais c'est devenu c'est une deuxième maison, quoi. Voilà, une deuxième maison et un smartphone à 4 roues. J'ai vu une chose aussi assez intéressante dans cette Golf, c'est que elle va intégrer le cloud, en fait, où on va pouvoir choisir ses préférences, ses paramètres dans la voiture. Et puis, si on a une deuxième Volkswagen, ces préférences-là seront téléchargées dans la deuxième voiture. Et quand on prendra cette deuxième voiture, on retrouvera son environnement. Oui, c'est ça. L'idée, c'est de retrouver tout ce qu'on a, toutes les configurations qu'on a sur son smartphone, les retrouver sur son véhicule et sans avoir besoin de recharger. Donc, c'est des recharges intuitives. Alors il y avait, donc on a parlé de la Golf, il y a le clou du spectacle là, qu'on voit actuellement à l'image, qui est le Buddy, Bud B-U-2-D-E. Alors le E c'est pour électrique, c'est évidemment le Buddy, le copain en anglais. J'ai envie de dire, alors c'est un concept, c'est pas pour tout de suite, mais c'est enfin, j'ai envie de dire, l'incarnation du renouveau du Bully, du bus Volkswagen. Oui, tout le monde a une expérience avec le transporteur ou le bully selon les pays. Et là, on a voulu effectivement puiser dans notre histoire en réincarnant ce transporteur, mais en se tournant quand même vers le futur, puisque finalement dans ce Buddy, il y a finalement tous les nouvelles et les grandes challenges, les nouvelles dimensions qu'on a intégrées dans le futur. Donc c'est d'abord un véhicule électrique. Donc ça sera le premier modèle sur une plateforme dédiée aux véhicules électriques. Il y en aura d'autres dessus. Donc le fait d'avoir une plateforme dédiée aux véhicules électriques permet finalement de gommer les petites imperfections qu'avait encore cette technologie en termes d'autonomie. Avec ce Buddy, on aura une autonomie qui dépassera les 500 km et une recharge de batterie qui sera également très rapide. C'était souvent la deuxième critique qu'on fait aujourd'hui aux véhicules électriques, puisqu'en une demi-heure, on pourra recharger jusqu'à 80% de la batterie. Donc d'abord un véhicule électrique, donc électrification, et puis là aussi on retrouve la digitalisation avec l'intégration de toutes les dimensions dont on a parlé déjà tout à l'heure sur la Golf, mais en allant beaucoup plus loin. Et puis voiture connectée. Voilà, c'est les grands challenges auxquels on est confronté. Et finalement, dans son Buddy, on intègre toutes ces grandes dimensions. Ça incarne vraiment, tout en puisant dans notre histoire, c'est l'incarnation du nouveau Volkswagen. Sur votre présence ici, Jacques Rivoal, vous, Volkswagen et tous les constructeurs, je le disais au début, le CES, c'est vraiment un salon sur la technologie, sur l'innovation. Et finalement, c'est ce que vous avez, c'est ce dont vous profitez, entre guillemets, parce qu'on n'est pas sur un salon automobile, mais pourtant vous êtes tous là et c'est devenu un salon stratégiquement très important pour vous. Oui, c'est vrai qu'on a carrément, aujourd'hui on peut dire qu'on présente une première mondiale qu'on aurait pu présenter à Francfort, à Genève ou à Paris. Et c'est vrai que le CES est devenu, je crois que ça incarne bien l'évolution fantastique de l'automobile. Aujourd'hui, on est impacté par effectivement cette dimension du digital, et le CES, c'est là où on parle de technologie, donc c'est pour ça que les constructeurs automobiles choisissent de faire des grandes premières lors de ce salon. Vous étiez revenu aux États-Unis depuis le début de l'affaire, on va dire, entre guillemets? Non, moi c'est la première fois que je viens ici au CES. Donc... Mais aux États-Unis plus globalement, parce que tout a démarré ici quand même. Oui, mais oui, je suis déjà revenu, oui. C'est quoi votre question? C'est savoir dans quel climat vous êtes tombé. Vous disiez au début que l'histoire était plutôt derrière vous. Est-ce que c'est vraiment le cas? Moi, je m'occupe de la France, donc je peux vous parler de ce qui se passe en Europe ou en France. Bon, aux États-Unis, la situation est probablement un peu plus difficile, mais là, je ne suis pas habilité à commenter effectivement ce qui se passe aux États-Unis. Il y avait beaucoup d'humilité dans le propos des patrons de Volkswagen hier en ouverture, de représenter leurs excuses. C'est très américain, ils ont besoin de ça pour, comme vous dites, peut-être effacer une partie de ce passif. Moi, je voudrais revenir sur une chose qui m'a intéressé dans ces deux produits. C'est que ce sont des produits qui sont futuristes mais pas fantaisistes, dans le sens où ce qu'on a vu va arriver vraiment à court terme pour ce qui concerne la Golf, puisque je crois que vous avez annoncé d'ici fin 2016 ces technologies montrées seront intégrées dans les voitures, et d'ici 3 à 4 ans pour le Buddy.
Oui, tout à fait. La Golf, c'est une actualité immédiate. On pense que dans le courant de l'année 2016, on pourra commercialiser ce type d'évolution. Et pour le Buddy, vous l'avez dit, c'est un peu plus loin, mais c'est pas non plus très très loin. Avant la fin de la décennie, donc on dit probablement en 2019, ce type de véhicule devrait pouvoir rouler sur nos routes. Donc effectivement, c'est pas de la science-fiction, c'est un futur, mais un futur qui est très proche. Didier Sands, peut-être. Moi, je vais me permettre un petit quelque chose parce que à voir ces démonstrations-là, chez Volkswagen, chez Ford, chez General Motors, chez tous les constructeurs qui sont fascinés par cet environnement numérique qui leur permet de développer leur automobile, il y a un côté un peu naïf quand même. C'est-à-dire ce côté un peu fasciné par les technologies où on a l'impression que la voiture est connectée, donc c'est absolument génial, on va pouvoir bénéficier d'applis, de fonctionnalités extraordinaires, etc. Mais on se rend pas compte, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est assez mal intégré chez les constructeurs automobiles, que la connectivité, il faut qu'elle soit permanente et fiable, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. C'est pas avec un smartphone 4G, quand on se déplace, on s'en rend compte tout de suite. C'est pas fiable, c'est pas permanent. Deuxièmement, il y a des problèmes de sécurité énormes qui vont se poser parce que, à moins d'installer un firewall dans une automobile, vous allez être forcément susceptible de piratage ou de logiciels malveillants. L'aspect sécurité pour toi. Voilà, ouais. L'aspect sécurité hyper important, l'aspect connectivité, l'aspect sécurité. Et puis enfin, l'aspect interactivité. Moi, j'ai vu donc les partenariats qui sont passés entre les groupes équipementiers, les fabricants automobiles, certains fabricants d'électroménagers, mais votre voiture qui va allumer le chauffage à distance dans la maison, est-ce qu'elle va allumer le chauffage Frisquet, le chauffage LM Leblanc, le chauffage... quel protocole va être utilisé, pour quel type de produits domestiques? Ça, c'est encore une question à résoudre parce que pour l'instant... Ça fera un bon papier dans le Figaro. On n'a pas de standard. Écoutez, oui, si vous voulez nous dire qu'on défriche quelque chose de nouveau, oui. Je ne vais pas vous dire que vous avez tort, effectivement. Bon, en même temps, je crois que c'est tout à l'honneur de l'industrie automobile de dire, voilà, on lève la tête et on essaye d'intégrer des nouvelles tendances plutôt que de les subir. Alors, effectivement, tout n'est pas écrit, il y a encore plein de questions qui se posent, mais on a aussi encore beaucoup de choses et on a le temps pour le faire, à régler. Mais oui, mais on avance. Alors, une dernière question plus d'actualité, c'est sur cette plainte du département de la justice américaine à l'encontre de Volkswagen. Est-ce que c'est éventuellement susceptible de remettre en cause certaines de ces investissements? Qu'est-ce qu'il en est chez Volkswagen de cette plainte? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On a déjà annoncé des mesures, clairement. On a dit qu'on allait prioriser un certain nombre de choses en termes d'investissement. Il y a déjà eu des reports. Comme un centre de design qui devait être créé à Wolfsburg. Bon, par contre, ce qui est clair, c'est que tous les investissements qui concernent la technologie, les nouveaux produits, eux, sont en aucun cas remis en cause. Au contraire, on accélère, puisqu'on a décidé d'augmenter de 100 millions d'euros notre budget d'investissement au titre justement de l'électromobilité. Donc oui, on va faire des économies, mais on peut faire des économies, on peut reporter un certain nombre de choses qui ne sont pas indispensables à court terme, mais l'essentiel, lui, on va bien sûr le préserver. Merci beaucoup Jacques Rivoal d'avoir été l'invité de Watch TV, du Figaro.fr, du JDN ici à Las Vegas dans cette quotidienne du CES 2016 en direct. On va vous rendre votre liberté et je vais aussi amasser Didier Sands, notre confrère. Attendez 2 secondes Jacques, attendez sinon vous allez passer devant toutes les caméras. Merci beaucoup Didier, bon CES et demain à ta place c'est Elsa Bambaron, notre consoeur du Figaro qui sera là pour nous raconter son CES à elle et participer à ces interviews. Le temps que vous sortiez du plateau, on va regarder quelques images de Vegas la nuit, parce que finalement Las Vegas de nuit, c'est l'image qu'on a tous en tête. Voilà, si vous êtes déjà venu sur le strip, voilà ce que vous avez sans doute en mémoire, ces lumières, ces néons, ces millions d'ampoules qui clignotent de nuit. Et c'est vrai que quand il fait mauvais, quand il pleut de jour, c'est quand même beaucoup moins séduisant. Je vais demander à David Monteau, notre prochain invité, et à Antoine Fontenot, notre collègue et confrère. Voilà, je fais des grands signes parce qu'avec le bruit, c'est difficile de s'entendre. Attention David, c'est pas grave, vous êtes passé devant les caméras, c'est pas. Venez vous mettre là, de toute façon, on est en direct, c'est pas grave. Antoine, viens donc t'installer sur le plateau de Watch TV. Prenez le micro David, soyez le bienvenu. Merci.
David Monteau, le directeur de la mission French Tech, c'est vous qui accompagnez toutes ces startups, dont Netatmo, mais ce n'est que l'une des 190, quasiment 200 startups présentes voilà. au CES. On le disait au début de l'émission, un nombre en augmentation de quoi, 70%? Oui, une énorme augmentation effectivement depuis par rapport à l'année dernière. Donc ces startups concentrées soit dans l'Eureka Park, qui est l'espace où elles exposent, donc vraiment toutes les innovations émergentes, jusqu'à des sociétés plus matures, des scale-up, des entreprises en très forte croissance, comme Netatmo, qui a fait une levée de fonds tout à fait spectaculaire en fin d'année. 30 millions d'euros, Netatmo. Absolument. Voilà. On va parler évidemment toute cette semaine de ces startups qui sont ici à Las Vegas, qui vont peut-être exploser, dans le bon sens du terme, se faire une publicité mondiale. C'est arrivé il y a 2 ans avec Olifork, la fameuse fourchette connectée, vous vous en souvenez sans doute. Comment ça a commencé là? Comment est-ce que vous sentez ce début de CES pour la délégation française? Le simple fait qu'il y ait une présence aussi importante de start-up françaises est déjà un signe de la vitalité. Je pense qu'il y a eu aussi... ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui étaient déjà l'année dernière, qui étaient là et qui reviennent. Et que cette année, en une année, il y a eu une confirmation aussi de la vitalité dans le domaine globalement de l'IoT, de l'Internet des objets, de ces entreprises françaises, des confirmations comme Netatmo, par exemple, avec vraiment ce n'est plus que seulement l'émergence de produits, c'est vraiment la capacité à les déployer, les développer, les commercialiser. Et donc vers une industrialisation, j'ai envie de dire. Une question d'actualité, est-ce que Emmanuel Macron est arrivé? Je ne sais pas encore. Il doit arriver un peu plus tard cet après-midi. C'est une question de minutes, puisque le ministre de l'économie ce soir organise une soirée en l'honneur de toutes ces entreprises françaises qui sont ici à Las Vegas. Évidemment, demain, toutes les images sur cette soirée à laquelle on va participer. Et Emmanuel Macron sera notre invité durant cette semaine ici à Las Vegas. Donc restez bien avec nous et soyez au rendez-vous tous les soirs, 22h, 23h, jusqu'à samedi inclus. On va accueillir un autre confrère français TV5 Monde, Antoine Fontenot. Bonjour. Bonjour Antoine, bienvenue ici sur le plateau de Watch TV. Merci. Watch TV et TV5 Monde partenaires autour de ton émission, le journal des nouvelles technologies. Absolument, tous les dimanches sur TV5 Monde. À 18h. À 18h20. 20, exactement. Faut pas le rater, hein. Ça dure 4 minutes. C'est court. Voilà, c'est ça. C'est court. Ça m'intéressait évidemment de t'accueillir dans cette émission, mais aussi d'avoir ton regard sur le CES. Je crois que c'est ta première participation. Absolument, ouais. C'est mon premier CES. Je découvre complètement le rythme infernal que ça engendre depuis notre arrivée. Qu'est-ce que ça représente par rapport à l'idée que tu t'en faisais avant d'arriver? Alors je m'attendais à ça parce qu'on m'avait bien prévenu que c'était quelque chose d'assez intense et que c'était très grand, mais c'est beaucoup plus intense et beaucoup plus grand que ce que j'imaginais. Ça s'étale non seulement ici sur le Las Vegas Convention Center, mais ça s'étale aussi dans plein d'autres hôtels à côté. Il y a des événements off, un peu comme à Avignon, qui ont lieu encore dans d'autres hôtels, et c'est impressionnant. Et puis il y a aussi cette abondance d'annonces, d'informations qui viennent de tous les côtés, et c'est difficile d'ailleurs de faire le tri. Quelles sont les premières tendances qui se dégagent cette année ici, selon toi? Ce que je retiens surtout, en fait, c'est que, vous en parliez tout à l'heure avec l'automobile, c'est que ça n'est plus seulement un salon lié à l'électronique. Ça devient un salon de l'automobile, tu l'as dit tout à l'heure. D'où le changement de nom d'ailleurs de l'organisme. C'est pour ça qu'ils disent c'est plus l'électronique grand public, c'est la technologie. Parce que ça inclut l'automobile, ça inclut la santé, donc il y a aussi beaucoup d'entreprises de la santé qui viennent ici. On parle aussi beaucoup de robotique. De la domotique aussi, la maison. De domotique, voilà, la maison c'est devenu le sujet numéro 1, même surtout dans les objets connectés, et en particulier à la French Tech où il y a beaucoup d'objets dédiés à la maison. C'est assez incroyable de voir que c'est un salon qui maintenant, et par la force des choses avec les objets connectés, va toucher tous les domaines obligatoirement. David Monteau, est-ce que dans la délégation des startups françaises cette année, est-ce qu'il y a des thématiques ou des tendances particulières? C'est difficile à dire. Je dirais, c'est plutôt la diversité qui me frappe en fait. C'est vraiment pour abonder dans votre sens. C'est-à-dire, il y a là aujourd'hui, et le CES le montre, ça montre vraiment que le digital envahit tout l'ensemble des secteurs. Enfin, tout le monde le sait, tout le monde le dit, hein, et vraiment rentre dans la vie quotidienne, dans l'ensemble de
nos activités, de sa manière, effectivement la maison, la santé, etc. Et c'est exemplairement montré ici. Et finalement, ce qui est assez intéressant, c'est que les startups françaises présentes à Las Vegas montrent cette diversité. Il y a aussi bien des entreprises dans la santé, WeThings ou Be Well Connect, par exemple d'entreprises, et puis beaucoup la maison, mais on voit bien qu'il y a une start-up qui fait un sommelier connecté autour du vin, etc. Donc il y a beaucoup, je dirais, beaucoup de choses, tout ce qui est à l'interface aussi effectivement aussi des différents savoir-faire français, ce qui est assez intéressant, et puis de tout ce que rend possible le numérique. Donc je dirais, c'est difficile de dire qu'il y a une tendance, mais c'est encore une fois l'approfondissement de cette... Pardon. On risque pas l'overdose d'objets connectés parce que ou est-ce que tout est amené à devenir connecté? En fait, sans doute tout est amené à devenir connecté, ça c'est sûr, c'est une tendance de fond. Je veux dire, tous les études Gartner & Co montrent la croissance. Deuxièmement, alors est-ce que tout deviendra connecté? C'est-à-dire qu'il y a aussi une question d'infrastructure, et là pour le coup la French Tech, les startups françaises sont assez fortes dans ce sujet, et en particulier une entreprise très emblématique est Sigfox, qui déploie un réseau justement d'antennes bas débit pour faire communiquer les objets. Et donc tout va être connecté, mais je pense que ce qu'il faut aussi imaginer, c'est que dans un certain nombre d'années, on oubliera qu'ils sont connectés. C'est que tout ça sera transparent, tout sera connecté, mais ça sera pas, il n'y aura pas ce côté envahissant. Dire qu'on peut ressentir aujourd'hui de voir tout ce qui est des gadgets, ce sera juste notre quotidien qui sera comme ça. Alors pendant qu'on se parle, David Monteau, Alexandre a quitté le plateau parce qu'on va accueillir dans un instant un invité un peu particulier. L'un des domaines, Antoine, très en vogue ici à Las Vegas dans le cadre de ce CES, c'est la robotique. Et l'un de ces robots est un robot français. Aldébaran Robotique, forcément une boîte que tu as rencontrée dans le cadre du JTNT. Oui. Bientôt peut-être. J'ai rencontré un autre robot de la French Tech qui s'appelle Buddy, qui est un peu plus petit, qui est un peu moins développé, et qui s'adresse aux personnes âgées. Celui-là, je le rencontre pour la première fois. Il va arriver. Je crois qu'il est en train de venir vers nous. Il monte les escaliers. Voilà, je lui fais coucou parce que si on veut voir Pepper, donc ce robot français, il faut qu'il nous rejoigne maintenant parce que dans quelques minutes, ce sera la fin de cette première quotidienne du CES en direct de Las Vegas sur Watch TV, sur le Figaro.fr et sur JDN. Est-ce que Pepper peut nous rejoindre, Alex? Oui, ils sont en train de finir les derniers préparatifs de ce petit robot qu'on va voir dans un instant à l'antenne. Alors, on va peut-être le faire entrer, voilà. Alors, on va passer peut-être sur le large filou pour accueillir Pepper. Deux nouveaux invités même. Voilà. Est-ce que Pepper peut entrer et nous rejoindre? David, je vais vous remercier. On va accueillir à votre place Rodolphe Gélin, le directeur de l'innovation et de la recherche d'Aldébaran. Merci beaucoup. David Monteau, le directeur de la mission French Tech ici à Las Vegas, mission qui œuvre toute l'année au profit, on va dire, au profit de la notoriété de la communication des entreprises françaises à l'étranger, notamment des entreprises françaises dans le domaine de l'innovation. Pepper, le voilà, ce robot français. Est-ce qu'il a besoin d'un micro, Pepper? Il a besoin d'un micro, Pepper. Est-ce que tu peux m'aider, Antoine, à jouer le rôle du micro? On va demander à Rodolphe Gélin de venir nous retrouver. Rodolphe, venez donc nous retrouver en direct à la bonne franquette. Venez donc vous asseoir. Bonjour. Bonjour Rodolphe. Bonjour. Directeur de l'innovation et de la recherche d'Aldébaran, donc cette entreprise française qui s'est fait un nom à l'échelle mondiale dans le monde de la robotique. Parlez-nous de Pepper, on a 2 minutes. Alors Pepper, c'était un robot qui a été commandé par SoftBank, qui est une très grosse société de téléphonie mobile au Japon, et qui voulait mettre un robot humanoïde dans ses boutiques pour accueillir ses clients. Ils ont fait le tour du monde pour chercher la meilleure société capable de leur développer ça, puis ils ont choisi Aldébaran, qui avec son expérience sur le robot Nao a montré qu'il était capable de faire des robots accueillants, sympathiques, humanoïdes, émotionnels. Alors justement, c'est sa particularité, c'est que c'est un robot qui repose sur l'émotion. Absolument, donc c'est un robot... De quelle manière? Alors, déjà par son apparence, il va créer un lien qui est très différent de ce que les autres robots peuvent créer. Oui, c'est assez troublant d'avoir un humanoïde comme ça qui évolue autour de soi. On a l'impression d'être surveillé sans être surveillé, on ne sait pas trop comment prendre la chose. Alors, ces grands yeux feu, on sent bien qu'il nous regarde. Donc un premier lien se crée instantanément parce que son apparence fait qu'il a l'air sympathique. Et ensuite, il va
sa façon d'interagir avec les gens est très naturelle et basée essentiellement sur le dialogue, sur la gestuelle. Voilà, il va tourner. Alors juste, il nous reste 30 secondes. Oui. C'est un robot qui est déjà commercialisé au Japon uniquement. Voilà, aujourd'hui il est commercialisé. On en a vendu 7000 à des particuliers donc qui ont ce robot chez eux. Et il y en a à peu près 300 qui sont utilisés dans des boutiques de SoftBank. Voilà. Pepper, donc robot français, est sortie prévue en France un jour peut-être. En Europe, probablement cette année. On peut déjà le voir en France. Alors en France, on peut le voir déjà dans des boutiques chez Carrefour. En fait, Carrefour on fait le test actuellement dans 3 de ses magasins. La SNCF aussi, on a mis 3 dans ses gares pour tester l'accueil du public. Et pour l'instant, tous les tests sont très très positifs. Notamment avec les enfants, j'imagine. Absolument, les enfants et même le public de Carrefour, quand il voit ce robot, n'est pas du tout inquiet sur le fait que des robots vont remplacer notre personnel. Ils sont très contents, ils voient bien les services nouveaux que ce type de machine peut apporter. Merci beaucoup Rodolphe Gélin. Voilà, on vous a fait une place un peu au dernier moment dans cette émission, mais on voulait aussi saluer Pepper et saluer votre boulot. Merci beaucoup. Et vous faites aussi partie de ces grands domaines qui ont leur place ici au CES. Alex, on est au bout de cette première quotidienne. Oui, on est au bout. Qu'est-ce qu'on annonce, le programme de demain peut-être ? Allez, programme de demain. Alors demain, on l'a dit tout à l'heure, des belles boîtes. Parrot qui va nous rejoindre. Avec Henri Sédou, le patron de Parrot qui sera avec nous. WeThings et de Capost. Oli également pour tout ce qui est français. Et puis Samsung. Le gros morceau de demain, c'est Samsung. Voilà, après LG, Samsung. Et puis vous aurez aussi des nouvelles de Sony, évidemment, et de Panasonic dans la semaine, puisqu'ils seront aussi dans cette émission. Ainsi donc qu'Emmanuel Macron, qu'on attend dans cette quotidienne du CES en direct de Las Vegas. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à mettre en place cette première. Très bonne soirée à vous sur lefigaro.fr, sur Watch TV et sur le JDN. On se retrouve demain 22h en direct de Las Vegas. Bonsoir et bonne journée à tous. À demain.